les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement on peut voir mon écran. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur Redis Enterprise intitulé La performance scalable au service de vos applications. Je suis Georges Carbonel, responsable France, et vous aurez tout à l'heure l'immense plaisir d'écouter la douce voix de François Sarbel, notre spécialiste solution architecte. Et donc, je vais essayer de faire assez rapide une introduction assez rapide à Redis, et je passerai la parole à François qui vous présentera les avantages de Redis en tant que base de données, performance, et ainsi de suite. François, je crois qu'il faudra que tu coupes ton micro. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Redis, c'est une solution open source. C'est la plateforme de base de données en mémoire la plus avancée, la plus performante sur le marché. On peut l'utiliser pour des applications opérationnelles, des applications analytiques ou hybrides. Et quand je dis que c'est la plus avancée, la plus performante, je vous invite tous à aller chercher des benchmarks sur Internet ou de nous contacter pour les avoir. Il y a plus d'une trentaine de benchmarks totalement indépendantes qui indiquent ce que je viens d'affirmer. Ensuite, Redis Labs, en fait, c'est la société derrière Redis. C'est la maison Redis. Le fondateur, créateur de Redis, Salvatore, fait partie de nos employés. Il est chargé de continuer à développer la version communautaire et faciliter son développement. Et puis, bien évidemment, comme nous sommes également une société commerciale, nous avons une équipe de R&D qui développe une version Enterprise de Redis. Alors, à l'heure actuelle, nous avons plus de 8000 clients qui ont adopté la version Enterprise, que ce soit sous sa forme cloud ou sous sa forme on-premise. En fait, ce sont deux modes de déploiement. Redis, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données extrêmement populaire, qui est numéro 1 sur AWS, qui est numéro 1 dans tout ce qui est Docker. Nous sommes la base la base NoSQL avec la plus forte taux de croissance selon DBengine qui répertorie l'ensemble des bases de données du marché, et nous sommes même à la 7e place de ce classement qui inclut l'ensemble des bases de données, que ce soit les bases de données SQL relationnelles traditionnelles, mais également bien évidemment des bases NoSQL, tout ce qui est de ce domaine-là. Et donc nous sommes très fiers dans ce top 10, sachant que vous avez des intervenants bien connus qui trustent les premières places de ce classement. Si on revient un petit peu à la technologie Redis, donc c'est une base de données multimodèle, une base de données clé-valeur, en mémoire, mais extensible. On peut utiliser non seulement de la mémoire RAM, mais également de la mémoire flash. On peut rendre Redis ACID compliant à divers degrés, ou ACID compliant, full compliant si je puis dire, mais on peut ajuster son degré d'acidité si je puis dire. Et puis, quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est une architecture distribuée, qu'on peut distribuer géographiquement, avec du actif-actif, et avec de la gestion, ce qu'on appelle CRDT, Conflict Free Replication Data Type, qui permet d'assurer une cohérence finale forte, c'est-à-dire le fait d'avoir des centres de données géographiquement séparés qui vont être chacun de leur côté actif-actif, mais comment est-ce qu'on va résoudre la cohérence globale? Eh bien, on va pouvoir la gérer, et ça, c'est un aspect que vous pourrez découvrir par la suite. Comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, nous sommes également très très populaires sous Docker. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo. Redis, c'est la base de données la plus lancée. Donc là, c'est les données de février, mais les données de mars-avril sont encore plus importantes.
avec plus de 630 millions de conteneurs lancés, on est très 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 loin devant MySQL, MongoDB, et ne parlons pas des autres bases de données NoSQL ou autres, hein, puisque par exemple Cassandra des cas même pas un cinquième, à 5% même plutôt, au nombre de conteneurs par rapport à Redis. Alors, qu'est-ce qui fait la différence Redis? Qu'est-ce qui fait que Redis est aussi populaire? Et eh bien, on peut le résumer en 3 points majeurs: la performance, la simplicité et l'extensibilité. Côté performance, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la base de données la plus performante du marché, la plus puissante. Que ce soit en termes de vitesse d'écriture, de vitesse de lecture, de latence, dans l'ensemble de ces 3 paramètres majeurs de la performance, Redis est très très loin devant les autres technologies. Mais il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est le fait de savoir quelle est la charge, quelle est l'infrastructure à mettre en place, à mettre en œuvre pour atteindre des performances. Hein, ça ne sert à rien de dire oui, nous sommes les plus performants si derrière il faut mettre 1 milliard de machines, 1 milliard de serveurs. Et là, ça c'est un point extrêmement intéressant. Il y a eu un benchmark de fait d'une manière indépendante, avec la participation des différents éditeurs qui ont pu valider les résultats, valider la méthodologie. Eh bien, avec Redis, pour atteindre 1 million d'écritures par seconde avec une temps de latence de la milliseconde, eh bien, nous avions besoin que de 2 serveurs. Avec du Couchbase, on avait besoin d'une 50aine de serveurs, à savoir 25 fois plus. Et avec Cassandra, 300 serveurs, à savoir 150 fois plus. Et Cassandra n'est pas particulièrement mauvais dans ce domaine-là. Les technologies très comparables à Cassandra ont le même type de résultats. Alors, ces résultats-là, c'est un benchmark. Vous allez pouvoir trouver des benchmarks à divers niveaux de différentiel de performance, mais le cas le plus intéressant, c'est le fait que vous pouvez avoir une technologie qui va rendre vos applications extrêmement performantes, plus rapides, sans avoir à investir dans l'infrastructure très lourde, et en fait, en vous permettant même de faire des économies de ce côté-là. Si nous regardons Redis d'un autre point de vue, si on le compare à d'autres technos, par exemple du Hadoop et du Spark, on va voir que Redis est 100 fois plus rapide que du HDFS et 45 fois plus rapide que du Spark. Ce qui fait que assez souvent, on va pouvoir retrouver Redis en combinaison avec du Spark pour justement tout ce qui est machine learning, etc. Si on doit parler côté DBMS opérationnel, aujourd'hui, on constate que le standard de facto, c'est un aller-retour en 100 millisecondes. Si on tient compte du fait qu'il y a un passage au niveau des applications, qu'il y a un certain nombre de processus qui doivent tourner, etc., eh bien, cela veut dire que la base de données doit répondre en 1 milliseconde. Eh bien, Redis est capable de répondre en 1 milliseconde, quelle que soit la charge qu'on lui a prévue. Et cela a une application côté OLTP, côté transactionnel, mais également côté requêtage, OLAP, et ainsi de suite. Et là, et ça c'est un constat réel avec bon nombre d'études de cas, là où des requêtes prenaient des jours, avec Redis, les requêtes prendront des minutes. Là où ça prenait des heures, eh bien, on tombe à des secondes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement parlant et qu'on pourra étayer avec vous si vous avez ce type de projet. Le deuxième point important de Redis, c'est la simplicité. C'est le fait que on a une structure de données on gère plusieurs types de structures de données et que grâce à ça, eh bien Redis est multimodèle. On va pouvoir gérer des chaînes de caractères, des bitmaps, des champs de bits, des hashes, des listes, des sets, des listes triées, des sorted sets, des index géospatiaux, du hyperloglog, des flux. Tout cela avec Redis. Et cela veut dire qu'on va pouvoir
répondre à différents types de besoins et on va pouvoir surtout au cœur même de Redis pouvoir tirer les avantages de chacune de ces structures de données. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ça permet d'alléger le code, ça permet d'avoir des performances plus intéressantes et d'avoir une cohérence plus globale, plus importante. Le troisième point majeur qu'il faut retenir, c'est le côté extensibilité. Si vous avez un besoin spécifique, eh bien, comme toujours avec d'autres types de technologies, vous allez pouvoir faire un développement maison. Ça, pourquoi pas, vous avez toute la possibilité de le faire, c'est même conçu pour. Mais l'avantage de Redis, c'est qu'on va pouvoir utiliser des modules Redis déjà existants ou créer ses propres modules. Vous allez pouvoir, si vous avez un projet machine learning, si vous avez un projet lié à du search ou à du JSON, etc., eh bien vous allez pouvoir utiliser des modules déjà existants, tirer parti de ces modules, sans avoir à réinventer la roue. Donc ça, c'est le premier avantage des modules. Donc vous avez les modules qui existent, etc. Mais le point encore plus important, encore plus fort, c'est que vous allez pouvoir soit créer vous-même vos propres modules, les faire créer par un tiers, une société de service ou autre, et faire en sorte que Redis puisse répondre spécifiquement à votre besoin spécifique, mais tout en ayant quelque chose de reproductible et même de supportable, c'est-à-dire qu'il puisse bénéficier d'un support. Pour bénéficier d'un support, c'est assez simple. Il faut soit utiliser des modules Redis qui en bénéficient déjà, ou alors faire valider, certifier les modules qui ont été créés. Et grâce à cela, vous allez avoir quelque chose qui sera beaucoup plus cohérent, et surtout pérennisable. Et la conception, la création de modules avec Redis, ce sont des compétences qu'on peut obtenir assez facilement sur le marché, puisque un programme C, C++, Go, Python peut devenir un module Redis. Tout à l'heure, je parlais de performance, je parlais justement à l'instant même de modules Redis. Un module Redis qui existe, qui est Redis Search, eh bien, c'est le moteur de recherche le plus rapide au monde. Il est 5 fois plus rapide que Elasticsearch. Vous pouvez vous demander pourquoi. C'est tout simple, ça découle du fait de deux faits majeurs. Un, les performances de Redis même, le cœur même de Redis, mais deux, le fait qu'on puisse adjoindre au cœur même de Redis un module qui va tirer parti des besoins propres et du coup cette combinaison permet cela. Redis est extrêmement versatile. On va pouvoir l'utiliser pour des cas d'utilisation extrêmement divers et variés. On va pouvoir utiliser Redis pour faire du transactionnel à forte vélocité, du caching, de l'analyse, du messaging. On peut faire du pub-sub avec du publish-subscribe avec Redis, du search comme je viens de l'indiquer, du graph, etc. Le cœur même de Redis au départ a été utilisé pour du caching. Grâce aux performances de Redis, eh bien, les premières utilisations de Redis ont été le caching, mais aujourd'hui, on a énormément de cas dans les autres domaines, notamment le transactionnel en temps réel, mais pas uniquement à forte vélocité, dans du messaging, dans du géospatial, etc. On va pouvoir utiliser Redis dans du transactionnel, l'autorisation, l'authentification, la gestion de prix, la messagerie, dans l'analyse de données, avec des moteurs de recommandation également, des analyses de séries, de time series, de sessions. Et puis côté reporting et ainsi de suite. Les atouts majeurs de Redis Enterprise résident au fait que non seulement il y a la performance, ça vous l'aurez compris, mais également le fait qu'on puisse rendre Redis persistant, le fait qu'on puisse rendre Redis hautement disponible. Vous avez la possibilité d'avoir une solution qui s'autogère et qui permet d'avoir une haute disponibilité à toute épreuve. Grâce à la technologie de clustering, le fait que vous allez pouvoir également être géodistribué. Un point majeur que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que vous allez pouvoir étendre Redis.
Donc pas être cantonné simplement à la mémoire vive, mais être cantonné, utiliser pratiquement à l'infini de la mémoire flash, puisque la mémoire flash, on va pouvoir avoir un coût bien inférieur à la RAM et surtout, ça peut être extrêmement facile à déployer. Et tout cela, quand on introduit la mémoire flash dans son infrastructure, sans nuire en performance. Ça, c'est un point extrêmement majeur. Les performances restent quasi identiques à l'utilisation de la RAM avec Redis. Et ça, c'est un élément important qui découle de l'architecture même de Redis. Et bien évidemment, avec Redis Enterprise, vous allez bénéficier d'éléments du classique de support. Donc, vous allez avoir du support 24/24, 7 jours sur 7, et de l'assistance pour vous aider lors de vos projets. Le point extrêmement intéressant qui est vraiment à retenir côté haute disponibilité, non seulement Redis Enterprise a des mécanismes d'autogestion que vous pouvez paramétrer et avec un simple clic vous pouvez cocher pour avoir de la réplication, cocher pour avoir de la persistance, cocher pour simplement avoir de la haute disponibilité en permanence, et le système, et François vous expliquera ça dans un instant, vous permet de le faire d'une manière extrêmement facile et rapide et surtout automatisée. Eh bien, la reprise sous incident de Redis est en moins de 5 secondes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre serveur en processus tombe, eh bien, votre système est de nouveau opérationnel en moins de 5 secondes avec zéro perte de données. Je dis bien zéro perte de données. Alors que des technologies comparables, eh bien, vont être de l'ordre de grandeur de 180 secondes, 210 secondes, 250 secondes, 300 secondes, avec des niveaux de perte de données divers et variés qui vont aller de 30, 40%, 50%, 80%. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'aura pas fait, à qui ça n'aura pas fait tilt, mais 180 secondes, on n'est plus en secondes en fait, on est en minutes. Donc un temps de reprise en 3 minutes versus un temps de reprise en 5 secondes. Ça, c'est un point extrêmement parlant. Les autres points, les autres avantages de Redis Enterprise, c'est le fait que vous pouvez scaler d'une manière d'une manière linéaire, extrêmement facile et d'une manière gérée. Vous avez une architecture de clustering qui est extrêmement intéressante pour la gestion des charges et également la mise en œuvre, par exemple, de la haute disponibilité. Vous avez le fait que vous puissiez être en ACID compliance. Vous pouvez utiliser également des modules, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Vous avez la technologie Instant Failure Recovery, dont j'ai un petit peu parlé un instant, avec sans perte de données. Vous pouvez être géographiquement distribué, actif-actif, et vous pouvez utiliser, bien évidemment, la mémoire flash que j'ai indiqué il y a quelques instants. Alors, si jamais vous allez sur notre site, et je vous y invite, vous allez pouvoir récupérer pas mal d'informations, télécharger par exemple la version Redis Enterprise totalement opérationnelle. Et puis, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit email, je vais pouvoir vous envoyer une encore plus avec un peu plus de choses. Mais si vous allez sur notre site, vous verrez un certain nombre de notions, le côté cloud, le côté VPC, le côté logiciel. Il y a un point majeur à retenir, c'est que l'ensemble des fonctionnalités sont les mêmes. Ce qui se passe, c'est l'offre de distribution qui va différer. C'est-à-dire que si vous voulez, vous allez avoir une licence un peu plus classique, on va dire, une licence logicielle. Cette licence logicielle, vous allez pouvoir la déployer sur site, en interne, chez un hébergeur ou dans le cloud. Vous choisissez librement. Donc ça, c'est la licence que vous avez là sous forme de logiciel. Ensuite, on a une offre VPC, donc vous avez votre propre environnement cloud, etc. Et vous voulez porter Redis dedans. Et on a des partenariats extrêmement poussés avec AWS Cloud, avec Google Cloud et IBM et Microsoft Azure et d'autres. Et donc on sait vous accompagner là-dessus. Et on peut gérer vos instances Redis pour vous ou pas. Donc là vous avez deux possibilités. Et puis vous avez l'offre cloud, Redis Cloud, qui est une offre
packagés par nos soins, dans lesquels on va gérer justement vos instances, etc. Et là, vous êtes sur un certain nombre d'environnements cloud que vous pouvez choisir. Et donc voilà. Donc si vous avez plus de questions sur le mode de licensing, sur comment ça fonctionne ou sur cet aspect-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Mon adresse email est très simple, c'est mon prénom, Georges, avec un S à la fin, donc @redislabs.com, et je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Mais maintenant, c'est le temps au côté technique et démonstration, et donc je vais passer la main à notre ami François Sardel, qui va se faire un plaisir de vous présenter tout cela. Donc François, voilà, normalement, tu as non seulement la parole, mais... Ok. Parfait. Alors, hop. Je peux... montrer. Hop, c'est bon. Alors, théoriquement, vous devriez pouvoir voir mon écran. Je te le confirme. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que Redis, c'est donc une base de données clé-valeur en mémoire et qui est disponible en version communautaire et en version enterprise. Alors, la version communautaire apporte déjà toutes les fonctionnalités nécessaires à un développeur, puisqu'on va pouvoir implémenter les besoins métiers en utilisant les différentes structures de données. On va trouver dans Redis des structures de données très simples, comme des chaînes de caractères, que l'on met en face d'une clé, qui est un identifiant. Et donc, à partir de là, on peut faire une lecture ou une écriture de cette chaîne de caractères. On lit ou on écrit une valeur. Mais on va également pouvoir utiliser des structures de données plus complexes, comme des listes, des ensembles de valeurs uniques, des ensembles de valeurs uniques triées par score, des hashes, ce genre de structures de données beaucoup plus complexes, qui sont similaires finalement à celles qu'utilisent les développeurs, et on va pouvoir très facilement faire correspondre un objet métier, tel qu'il est implémenté dans une application, avec une structure de données qui est disponible dans Redis nativement. Par ailleurs, si on ne trouve pas son bonheur dans les structures de données disponibles nativement dans Redis, il est tout à fait possible d'étendre Redis et de lui ajouter de nouvelles structures de données à l'aide des modules. Donc que ce soit des modules que l'on télécharge ou que ce soit des modules que l'on développe. Ça signifie que il y a dans Redis toutes les fonctionnalités nécessaires pour implémenter le besoin métier. Après, ce qui va se passer, c'est que ce besoin métier, une fois qu'il est implémenté, il faut qu'il soit déployé en entreprise. Et là, ce sont les ops qui vont entrer en jeu et qui vont avoir besoin d'outils de déploiement, d'administration, de supervision. Et c'est là où Redis, dans sa version communautaire, manque de fonctionnalités, ou du moins elles sont là, mais elles ne sont pas packagées, elles ne sont pas prêtes à l'emploi. Il faut, il faut investir du temps, il faut investir de l'énergie pour atteindre les résultats que l'on souhaite et que l'on attend dans le monde de l'entreprise. Pour prendre un exemple, si on demande à avoir de la réplication, on demande rarement à avoir de la réplication pour de la réplication. Ce que l'on souhaite, c'est avoir de la réplication pour avoir de la haute disponibilité, bien souvent. Eh bien, dans la version communautaire, ce qui va se passer, c'est que on demande de la réplication, et bien la version communautaire va faire de la réplication. Sauf que elle va faire cette réplication peut-être sur le même nœud que là où se trouvent les données. C'est pas ce que l'on souhaite. La version Enterprise, quant à elle, elle encapsule tout ça. Quand on demande de la réplication, c'est qu'on veut avoir de la haute disponibilité. Et donc, automatiquement, elle ne placera jamais un réplica sur le même serveur, sur le même nœud que celui qui contient les données. Alors, c'est tout un tas de fonctionnalités comme ça d'administration, de déploiement, de supervision que la couche entreprise va ajouter par-dessus la couche communautaire. Donc la couche entreprise va rajouter ces fonctionnalités, mais va continuer à exposer les structures de données et le fonctionnement de Redis communautaire pour les applications. Cette couche entreprise va apporter plusieurs composants, donc parmi lesquels on va trouver le proxy, le gestionnaire de cluster et l'API REST, qui sont les principaux.
Donc le proxy a en charge bien évidemment de gérer toutes les connexions entrantes. Et en fait, son rôle est de masquer la complexité du cluster. Le proxy va complètement cacher aux applications rien que le fait qu'il y ait un cluster derrière. Pour une application, quand on se connecte à un proxy, en fait, on se connecte comme si on se connectait à une simple instance Redis qui contiendrait la totalité de la base de données. Et on s'adresse uniquement à ce proxy. Lui, il connaît la topologie du cluster et il sait où aller chercher les informations dans le cluster. Il va masquer donc la distribution des données, il va masquer la réplication, puis il va masquer également les opérations de maintenance en cours si on est en train de déplacer des données et ce genre de choses. Eh bien, pour l'application, c'est transparent. Le cluster manager, quant à lui, va gérer les nœuds du cluster, bien évidemment, l'ajout, suppression, défaillance, les bases de données, la distribution des données, ce genre de choses. Et l'API REST va permettre de piloter le cluster manager. Alors, grâce à cette API REST, on va pouvoir superviser le cluster Redis depuis potentiellement n'importe quel outil. Il peut s'agir de Zabbix, Nagios ou d'un autre. Et on va pouvoir comme ça superviser les performances de Redis. On va pouvoir réagir donc en cas de baisse de performance pour une raison ou une autre. Si cette raison, c'est on détecte que le cluster devient surchargé, eh bien, toujours à travers cette API REST, on peut tout à fait intégrer des nouveaux nœuds dans le cluster pour le décharger un petit peu. Sur cette API REST, on a des outils en ligne de commande, bien évidemment, et une interface web d'administration. Alors tout ça, ça signifie que pour administrer le cluster Redis, on a des outils interactifs, que sont la ligne de commande et l'interface web, et puis des outils pour automatiser les opérations, c'est l'API REST, et c'est la ligne de commande aussi. Alors, un cluster Redis est constitué d'un nombre impair de nœuds. Pourquoi un nombre impair? Eh bien, tout simplement pour pouvoir avoir un quorum en cas de coupure réseau entre deux morceaux de cluster. Si on a une partition entre deux à l'intérieur du cluster et que l'on a un nombre impair de nœuds, eh bien, il y a forcément au plus une seule partition qui pourra avoir la majorité absolue des nœuds, le quorum. Il ne peut pas y en avoir deux en même temps. Il peut y en avoir qu'une seule, au maximum. Et donc, on considère qu'il faut avoir la majorité absolue du nombre de nœuds pour pouvoir reprendre l'activité du cluster. Ça signifie que quelles que soient les partitions, eh bien, il n'y aura qu'une seule des partitions qui deviendra maître sur la totalité des données. Les autres ne serviront plus les données, et ce pour éviter une situation de split brain, une situation dans laquelle les données seraient mises à jour sur plusieurs partitions simultanément, ce qui ne pose pas de problème spécialement, mais lorsque le réseau va revenir, eh bien, il va falloir réconcilier les changements qui auront eu lieu de tous les côtés, et ce n'est pas toujours possible. Par ailleurs, tous les nœuds sont absolument identiques. Ils portent tous les mêmes programmes, les mêmes binaires, les mêmes processus, les mêmes services. Ils sont absolument tous identiques. On n'a pas de ressources partagées qui pourraient devenir une ressource critique, un single point of failure. Redis est complètement multitenant, c'est-à-dire qu'au sein d'un cluster Redis, on peut tout à fait avoir un cluster au niveau de l'entreprise et une première application arrive en production, elle a besoin d'avoir un certain nombre d'instances Redis, eh bien, on crée ces instances dans le cluster. Et puis, petit à petit, on a d'autres applications qui arrivent, qui ont besoin d'instances et on va les créer au fur et à mesure. Et ce, tant que nous disposons de ressources matérielles dans le cluster. Alors, c'est très important parce que il y a d'autres technologies qui limitent le nombre de bases de données que l'on peut créer au sein d'un cluster, alors que là, il n'y a pas de limite. La seule limite, je dirais, c'est les capacités du matériel sur lequel on fait tourner Redis. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Redis va pouvoir très facilement être redimensionné. Donc, imaginons une base de données qui est stockée dans un simple processus, un unique processus Redis que l'on appelle un shard. Cette base de données est donc stockée intégralement dans ce shard. Un shard, c'est donc un processus qui a son espace en mémoire, son espace mémoire, ses fichiers disques, et il a la particularité d'être monothread sur la partie qui accède aux données en mémoire. Alors ça peut surprendre, c'est un choix de conception, il est parfaitement assumé, c'est ce qui nous permet d'avoir d'excellentes performances, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'est pas performant du tout de gérer des conflits a priori
avant qu'ils ne se produisent, en sachant qu'au final, ils ne se produiront peut-être qu'une fois sur 1000. Donc, on va gaspiller des cycles CPU en faisant ça. Ces cycles CPU, il vaut mieux les utiliser pour justement séquentialiser les requêtes d'accès aux données, du moins une partie, la partie qui consiste à aller chercher réellement la valeur dans les structures de données en mémoire. Donc on est de ce côté-là monothread. Ça signifie que ce thread n'utilise qu'un seul cœur, et donc il y a forcément une limite en termes de capacité de traitement d'un cœur. Alors nous, on considère que cette limite, au moment d'un dimensionnement, est de l'ordre de 25 000 opérations à la seconde et de 25 gigas de données par cœur. Alors, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, l'activité de l'application va dépasser cette limite. Alors, cette limite, c'est celle que l'on considère. Elle est très conservatrice. Je vous allez voir dans la démonstration tout à l'heure qu'avec un seul cœur, j'atteins facilement les 500 000 opérations secondes, voire plus. Donc, peu importe quelle que soit la limite, disons que voilà, un cœur est capable de traiter un certain nombre d'opérations à la seconde et une certaine quantité de données. Il y a un moment où on arrive à cette limite. Lorsque l'on arrive à cette limite, eh bien, on s'en rend compte déjà par l'API REST, ou par l'interface web, ou par la ligne de commande, et toujours à travers ces outils d'administration, eh bien, on va pouvoir demander au cluster manager de découper la base en 2, et puis en 3, en 4, en 5, en 10, jusqu'à utiliser finalement tous les cœurs disponibles dans mon cluster. Je ne parle pas d'un nœud, je parle du cluster. Tous les cœurs disponibles dans le cluster. Et donc là, on va pouvoir, à chaque fois que l'on divise la base, là quand je la divise en 2 par exemple, eh bien du coup j'ai la moitié de ma base de données dans un processus, l'autre moitié dans l'autre. Ça signifie que finalement, je peux faire 2 fois plus d'opérations à la seconde et je peux stocker potentiellement 2 fois plus de données. Et donc tout ça jusqu'à utiliser la totalité des ressources disponibles dans le cluster. Alors après, ce qui va se passer, c'est que toujours dans cette idée de performance ou de stockage plus important, mais c'est souvent de la performance, eh bien, on va vouloir étendre encore la base et le cluster, on utilise déjà toutes ces ressources matérielles. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va demander au cluster manager d'ajouter des nœuds dans le cluster, des nœuds qui sont vides, des nœuds qui comportent des CPU, qui comportent de la RAM, qui comportent de la bande passante disque, de la bande passante réseau. Parce que lorsque l'on augmente le nombre d'opérations à la seconde, évidemment, la base doit pouvoir suivre. Mais il n'y a pas que la base, parce que ces opérations à la seconde, elles arrivent par un moyen qui est le réseau. Et donc, l'interface réseau, elle aussi, elle a besoin d'être étendue. Donc, pour cela, un des moyens, c'est de rajouter des nouveaux nœuds. Quand on rajoute des nouveaux nœuds, forcément, on rajoute des nouveaux cœurs pour pouvoir créer de nouveaux shards, mais on rajoute également une interface réseau qui pourra, elle aussi, ajouter, augmenter, je dirais, la capacité en termes d'opération à la seconde. Et donc là, ensuite, on demande au cluster manager de redistribuer les shards à travers le cluster, de manière à équilibrer les opérations et la charge. Et on va également lui demander ensuite, potentiellement, de redécouper la base pour exploiter les nouveaux cœurs disponibles. Alors, on peut soit redécouper la base si c'était le besoin, si le besoin était un besoin de performance, et donc pouvoir utiliser plus de cœurs, mais on peut également ne pas redécouper la base, mais juste faire grossir toutes les instances de manière à stocker plus de données, puisque avec les nouveaux nœuds ajoutés, on a plus de mémoire globalement dans le cluster. Alors, toutes ces étapes, bien évidemment, lorsqu'on est dans une offre de type Redis VPC ou Redis Cloud, tout ça c'est complètement automatisé. Et lorsque l'on est dans une offre de type Redis Software, Redis Pack, eh bien là, c'est automatisable. En fait, vous avez les mêmes outils que nous pour l'automatiser. C'est-à-dire que vous pouvez, bon, je ne parle pas de l'interface en mode web, parce qu'elle n'est pas automatisée, elle, forcément, mais vous pouvez tout à fait automatiser la détection d'une situation dans laquelle on a besoin de redimensionner, puis automatiser le redimensionnement, que ce soit avec des outils en ligne de commande ou avec les API REST. Ensuite, on a un besoin de haute disponibilité, parce que pour avoir de bonnes performances, c'est bien, mais il faut aussi, si jamais on a une indisponibilité, si jamais on a une panne, eh bien les performances, pour le coup, là, elles deviennent nulles. Donc, il faut pouvoir aussi assurer la haute disponibilité. Pour ça, si on a une base de données qui est répartie, qui est distribuée sur 2 shards, M1 et M2, les shards maîtres, eh bien, lorsque l'on demande à Redis Enterprise d'ajouter de la haute disponibilité, pour chacun de ces shards, il va créer un shard esclave. Simplement, il ne va pas le placer au hasard. Le shard esclave du shard 1, donc le
S1 qui correspond au M1 ne sera jamais sur le même nœud que M1. Bien évidemment, on veut se protéger contre la perte du nœud. Mais si on regarde bien, en ce qui concerne M2, eh bien M2 ne peut pas être sur le nœud 3. Alors il ne peut pas être sur le nœud 2 bien évidemment, mais il ne peut pas être sur le nœud 3 non plus, parce que le nœud 2 et le nœud 3 ont été définis dans Redis comme partageant une ressource susceptible de tomber en panne. Il peut s'agir d'une alimentation, d'un switch, d'un rack, peu importe, quelque chose qui peut tomber en panne. Et donc, Redis Enterprise fera en sorte de ne pas placer un réplica qui partage une même ressource susceptible de tomber en panne avec son maître. Alors, contre quoi se protège-t-on avec la haute disponibilité? Dans un premier cas, on va se protéger contre la perte d'un shard pour une raison ou une autre. Alors, les risques pour qu'un processus Redis tombe sont extrêmement faibles. Redis est franchement impressionnant de stabilité. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que le processus soit tué par un autre processus ou par même le système d'exploitation. Si jamais le nœud sur lequel ce processus tourne arrive à court de mémoire, eh bien, le système d'exploitation peut décider d'éliminer les processus consommant trop de mémoire. Redis stockant toutes ces données en mémoire, c'est un excellent candidat à ce type d'opération. Donc, le système pourrait très bien tuer un processus Redis. Comme je vous dis, il est très rare que ça tombe tout seul. Alors, imaginons qu'on perde le shard maître. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le cluster manager va s'en rendre compte immédiatement et il va promouvoir le shard esclave en nouveau maître. Comme les applications sont connectées à travers le proxy, je vous ai dit, le proxy masque cette complexité du cluster aux applications. Les applications gardent leur connexion sur le proxy. Simplement, le proxy va rerouter les requêtes, non plus vers le shard maître qui se trouvait sur le nœud 1 et qui est mort, mais vers le nouveau shard maître qui est sur le nœud 2. Par ailleurs, le cluster manager, on lui avait demandé d'avoir de la haute disponibilité. Il l'avait dans la première étape. Il l'a utilisé dans la deuxième étape. Il ne l'a plus. Donc, il va chercher à revenir dans une situation de haute disponibilité et de tolérance de panne. Il va redémarrer un esclave quelque part dans le cluster et le resynchroniser avec le maître. Bien évidemment, ces trois étapes, on les subit, on ne les provoque pas. On les subit suite à une panne. Et donc, toute la réaction pour ces trois étapes est complètement automatisée. La dernière étape consiste à revenir à la situation nominale. Cette étape-là, je dirais potentiellement, elle est optionnelle, elle est facultative. Elle n'est donc pas automatisée par défaut, mais elle peut l'être, elle peut être automatisée, elle est automatisable. Un deuxième cas de défaillance, imaginons que l'on perde un proxy, le proxy sur lequel les applications sont connectées. Alors bien évidemment, les applications vont perdre la connexion. C'est pas grave, elles vont tenter de réouvrir la même connexion. Alors elles étaient connectées sur ce que l'on appelle un endpoint, qui est un nom DNS qui correspond à la base de données. Je parle pas, ce nom DNS ne correspond pas à un nœud. C'est un nom, les nœuds ont bien évidemment des noms DNS, mais quand on crée une base de données, on lui crée un enregistrement avec un nom et une ou plusieurs IP derrière. Et ce qui va se passer, c'est que avant que l'application ne retente de se reconnecter à ce nom-là, eh bien, le cluster manager va modifier l'adresse IP qui est derrière le endpoint, de sorte que l'application, lorsqu'elle va réouvrir sa connexion, elle la réouvrira sur un autre proxy qui fonctionne. Enfin, bien évidemment, on a utilisé notre jeton de haute disponibilité, donc le cluster manager va redémarrer un nouveau proxy quelque part sur le cluster de manière à revenir dans une situation hautement disponible. Toutes ces étapes, bien évidemment, sont complètement automatisées et la dernière, qui consiste à revenir à la situation nominale, est automatisable. Dernier cas de figure, imaginons que je perde un nœud complet. Eh bien, il n'y a rien de neuf, finalement, c'est la combinaison des deux scénarios précédents. Alors, comme je vous le disais, toutes ces étapes, quand on est dans un mode administré, dans un mode managé, dans une offre cloud ou Redis VPC, eh bien, toutes ces étapes sont complètement automatisées. C'est Redis Labs qui les gère et nous les avons automatisées en utilisant justement les interfaces de type ligne de commande et API REST. Lorsque l'on est avec une offre de type Redis Software, donc que vous installez et administrez, eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose que ce que nous avons fait, c'est-à-dire que vous pouvez tout automatiser si vous le souhaitez, y compris la dernière étape, les trois premières étant déjà automatisées. À quoi sert le proxy? Alors, le proxy, dans la version Enterprise, il n'existe pas dans la version communautaire.
Ce proxy, on l'appelle un proxy à zéro latence. Alors ça peut sembler surprenant d'ajouter un élément dans la chaîne et de dire qu'il n'introduit pas de latence. En fait, bien évidemment, il introduit une latence, mais il introduit également un gain puisqu'il va faire des optimisations qui vont être supérieures à la latence qu'il introduit. Je m'explique. Dans la version communautaire, toutes les applications se connectent aux bases de données. Imaginons qu'on ait une base de données distribuée. Lorsqu'une application veut se connecter à sa base de données, elle doit donc déjà se connecter au cluster, ou du moins à un nœud, récupérer la topologie du cluster, donc elle doit savoir qu'il s'agit d'un cluster, elle doit comprendre le cluster, elle doit récupérer la liste des nœuds, récupérer la liste des shards qui sont sur les nœuds, et ensuite ouvrir une connexion sur chacun des shards correspondant à sa base de données. Ça veut dire que l'application a une bibliothèque cliente qui doit porter de l'intelligence, d'une part, et que d'autre part, cette application doit ouvrir énormément de connexions sortantes. Par ailleurs, le shard reçoit énormément, tous les shards reçoivent énormément de connexions entrantes. Alors on a introduit le proxy au milieu, histoire d'améliorer les choses. Pourquoi ça améliore les choses? Eh bien, ce proxy, il va permettre d'augmenter les performances, déjà parce qu'il va alléger la charge, autant au niveau des applications qu'au niveau du réseau et qu'au niveau des shards. En fait, le proxy va ouvrir finalement très peu de connexions vers les shards. On va dire, pour simplifier les choses, qu'il en ouvre une par shard. Lui, il a la connaissance du cluster, il sait où sont les nœuds, il sait où sont les shards sur les nœuds, il ouvre une connexion sur chacun des shards. Et puis, il expose aux applications une sorte de base de données virtuelle qui semble être intégralement stockée sur lui-même. Ça signifie que les applications, elles ont un endroit où se connecter, le endpoint, et elles savent qu'elles vont trouver toute la base de données là. Elles n'ont pas besoin de savoir qu'il y a un cluster derrière, qu'il y a quoi que ce soit, elles n'ont pas besoin de connaître la topologie, elles n'ont pas besoin de portée d'intelligence, et une seule connexion suffit. Elles peuvent envoyer toutes leurs requêtes à travers cette connexion. Alors déjà, ça c'est un gain en termes de ressources, je dirais, matérielles. Après ça, en termes de latence, les performances sont également très améliorées puisque ce qui va se passer, c'est que non seulement le proxy va multiplexer les requêtes, on l'a bien compris, des requêtes qui viennent de plusieurs applications, depuis donc plusieurs connexions, vont passer sur une seule connexion pour aller à un shard. Mais en plus de ça, le proxy va pipeliner les requêtes. C'est-à-dire que lorsque le proxy reçoit depuis plusieurs applications des requêtes concernant le même shard, imaginons, j'ai des applications qui me demandent le client 1, le client 2, le client 3. Donc le proxy, au lieu de demander au shard, donne-moi le client 1, donne-moi le client 2, donne-moi le client 3, et puis le shard de répondre, voilà le client 1, voilà le client 2, voilà le client 3, le proxy va demander au shard, donne-moi les clients 1, 2 et 3. Et le shard va répondre, voilà les clients 1, 2 et 3. Et on comprend aisément que là, rien qu'à travers cet exemple, on a gagné deux latences finalement. Alors, après ça, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, on a une base de données en mémoire. Mais en mémoire, ça ne signifie pas qu'on ne stocke pas les données, on ne les persiste pas sur le disque. Parce que, alors, la haute disponibilité va permettre de pallier à une panne, bien évidemment. Mais on peut vouloir arrêter le cluster et le redémarrer pour une raison ou une autre. Et ce que l'on souhaite, c'est que les données persistent, les données subsistent à ce redémarrage. Alors, on va pouvoir demander à Redis, à un cluster Redis, de sauvegarder les données sur disque. Pour ça, on peut le demander à intervalles réguliers, selon le temps, ou alors on peut lui demander de faire ça à l'opération. Alors si on lui demande de faire ça à l'opération, par exemple, eh bien, c'est ce que l'on appelle les Happen Only Files. Si on demande de faire ça à intervalles réguliers, ce sont les snapshots. Or, très concrètement, ce n'est pas dans la configuration Enterprise, ce n'est jamais, quasiment jamais, le char de maître qui s'en occupe. Le char de maître, on le dédie complètement aux performances pour l'application. C'est encore une raison pour laquelle on a de hautes performances. Toute cette partie d'écriture sur le disque est donc intensive en entrée-sortie, eh bien on la délègue à l'esclave. Et là, ce qui se passe, c'est que l'esclave, en fait, il se forque, donc il se dédouble, et il y a un des doubles qui va s'occuper d'écrire sur le disque, et l'autre, eh bien, qui va continuer à recevoir les opérations du maître. Je vous disais, il y a les Happen Only Files qui, eux, fonctionnent de manière un peu différente. Ce sont des sortes de redo logs dans lesquels Redis va écrire toutes les opérations qui lui parviennent. Encore une fois, c'est l'esclave qui s'en occupe. Et donc, ça se fait opération par opération. Et très concrètement, ça signifie que lorsque j'arrête un cluster et que je le redémarre, eh bien, le cluster peut tout à fait, chaque shard va pouvoir recharger le dernier snapshot, qui a peut-être eu lieu il y a une demi-heure, et grâce aux Happen Only Files, rejouer toutes les opérations qui ont eu lieu depuis la dernière demi-heure pour revenir à la situation au moment de l'arrêt du cluster.
On a également des fonctionnalités de réplication de base de données à base de données, de cluster à cluster et de data center à data center. Tout ça va ensemble, y compris avec des mécanismes de réplication que l'on appelle actif-actif avec une résolution automatique des conflits. Alors là, ce sont des choses très intéressantes. Commençons par un petit scénario. Imaginons que j'ai un data center aux États-Unis, un data center en Asie, un data center en Europe, et que dans chacun de ces data centers, j'ai un cluster avec une base de données. Cette base de données contient mes utilisateurs américains, asiatiques, européens, et puis les produits américains, les produits asiatiques, les produits européens, parce que j'ai un site de e-commerce. Et donc, je souhaite que mes utilisateurs puissent avoir une très faible latence lorsqu'ils se connectent, lorsqu'ils naviguent dans les produits qu'ils peuvent acheter, et je souhaite également que ces produits soient personnalisés par rapport au marché. Donc, chacune de ces trois bases porte des données différentes. Et puis, j'ai des analystes au siège qui souhaitent pouvoir faire des analyses globales, mondiales, pour pouvoir aider le marketing. Eh bien, le problème, c'est que ces analystes, s'ils vont taper directement sur d'autres bases, ils vont subir une forte latence, d'une part. D'autre part, ils vont peut-être faire des requêtes qui vont ralentir les performances de ces bases opérationnelles et donc l'expérience utilisateur, ce que je ne veux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une base de données pour mes analystes et je vais dire à Redis, voilà, dans cette base de données pour les analystes, tu répliques l'intégralité de la base américaine plus l'intégralité de la base européenne plus l'intégralité de la base asiatique. Du coup, les analystes vont avoir l'intégralité des données mondiales en un seul endroit, donc ils ne vont pas avoir de latence, ils vont pouvoir faire des requêtes qui croisent toutes les données, mais en plus de ça, toutes ces requêtes qu'ils vont pouvoir lancer n'impacteront pas l'opérationnel et l'expérience utilisateur. Un autre exemple, imaginons ce coup-ci que j'ai toujours un site de e-commerce, mais j'ai une seule usine avec un seul entrepôt, et que je vende les mêmes produits partout dans le monde. J'ai un data center aux États-Unis, un data center en Europe, par exemple. Bien évidemment, quand je stocke les produits que je vends, je stocke également la quantité que j'ai en stock. Et donc, lorsque j'ai des clients qui se connectent aux États-Unis, des clients qui se connectent en Europe, ils voient le nombre d'articles restants en stock. Si j'ai des achats qui se font aux États-Unis et des achats qui se font en Europe simultanément, il va de soi que je dois réconcilier le compteur d'articles en stock de manière cohérente. Il ne s'agit pas de perdre une opération de déstockage, puisque sinon je risque de vendre un article dont je ne dispose plus. Et donc là, grâce au mécanisme actif-actif, eh bien, Redis est en mesure non pas de prendre une valeur d'un côté ou de l'autre pour écraser l'autre valeur, c'est pas du tout ce qu'il fait, c'est ce que font les autres solutions, en règle générale. Non, Redis va réconcilier les opérations qui ont eu lieu dans les différentes bases de données. Un petit peu à la manière d'un gestionnaire de version décentralisée, comme Git, Mercurial, Bazaar ou d'autres. Et donc là, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante. Alors, ensuite, Redis Enterprise est capable de déborder sur le disque. Je vous ai dit que c'était une base de données orientée mémoire, qui stocke ces données et qui sert les données depuis la mémoire. Autrement dit, l'intégralité des données est montée en mémoire et on les sert depuis la mémoire. Mais peut-être qu'on va arriver à un stade où on aura plus de données à stocker que de mémoire pour les stocker. Et donc, Redis Enterprise apporte là encore une fonctionnalité qui va être de pouvoir utiliser un disque pour déborder. Un disque qui va être un fichier d'échange, qui va être un swap en quelque sorte. Redis va éjecter, lorsqu'il va manquer de mémoire, il va éjecter les valeurs sur le disque, mais il va conserver les métadonnées en mémoire, les noms des clés, les TTL, ce genre d'informations. Et donc du coup, à tout moment, il sait s'il dispose d'une valeur ou non, il va pouvoir éventuellement la récupérer sur le disque, et on sait tout à fait dimensionner un cluster Redis qui utiliserait le disque en débordement comme cela, pour avoir les mêmes performances qu'un cluster qui serait pure mémoire. Ça signifie qu'on va pouvoir énormément diminuer les coûts en termes d'infrastructure lorsque l'on a un cas d'usage qui s'y prête. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, je referme tout ça, voilà. J'ai un cluster Redis qui fonctionne. Ce cluster, actuellement, il est chez Amazon, mais on va voir que ça n'a pas grande importance. On voit que ce cluster, il a de l'activité pour l'instant. Alors, je me suis connecté sur un des nœuds de mon cluster.
Et sur tous les nœuds de mon cluster, je vous ai dit qu'ils portent tous les mêmes services, y compris l'interface web. Là, je peux voir l'interface d'administration de mon cluster. Alors bien évidemment, j'ai la possibilité de le superviser avec des graphiques qui me permettent de voir l'activité. Actuellement, j'ai de l'activité sur mon cluster. Je peux choisir les graphiques qui m'intéressent, changer l'échelle de temps. Je peux également regarder au niveau de la configuration, connaître les versions des briques qui sont à l'intérieur de mon cluster. Je peux connaître l'état des ressources de mon cluster dans sa totalité. C'est un cluster de 3 nœuds dont je dispose là. Je vais pouvoir avoir exactement les mêmes informations nœud par nœud. Quand je demande à avoir par nœud, eh bien je regarde, je vois que j'ai 3 nœuds dans mon cluster et que je vois que j'ai 2 nœuds ici, le 1 et le 2, qui portent des shards. Donc je vais m'intéresser, admettons, au premier nœud et je vais regarder ce qui se passe. Et sur ce premier nœud, eh bien je peux voir si j'ai des opérations qui sont en cours sur ce nœud-là. Je vois là très clairement que ce nœud actuellement n'a pas d'activité en termes d'opération à la seconde. Je peux voir également la configuration de mon nœud, juste de ce nœud. Alors bien évidemment, je vais avoir des opérations, une interface d'administration pour les réglages qui vont me permettre de mettre à jour ma licence, de charger des modules. Alors dans les modules, on a des modules qui sont extrêmement intéressants. On a des modules qui permettent de manipuler du JSON directement dans Redis. On a des modules qui permettent d'implémenter des modèles de machine learning dans Redis. On a le module de full text search, comme le disait Georges tout à l'heure. On a tout un tas de modules disponibles qui vont permettre d'étendre Redis bien au-delà de ses capacités natives et qui vont faire que Redis finalement est une base de données complètement multimodèle. Elle n'est pas limitée juste à un type de données. Je vais pouvoir définir également ici les administrateurs. Alors les administrateurs, je peux les définir dans Redis ou dans un URL d'app, des alertes par email. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet base de données et je vais créer une nouvelle base de données. Je vais dire que cette base de données est de type Redis. Et donc, là, je vais lui donner un nom. Je vais dire que cette base de données va s'appeler webinaire. Voilà. Alors, je vais pas vite exprès parce que je sais qu'il y a peut-être du lag au niveau de l'affichage. Donc, je crée une base de données qui s'appelle webinaire et je vais lui allouer, admettons, 10 gigas de RAM pour commencer. Je fais rien de plus. J'active ma base de données. Et dès lors, elle est activée et je peux voir dans l'interface que j'ai un endpoint. Le endpoint, c'est donc le nom sur lequel je vais pouvoir accéder à ma base. Ce endpoint, actuellement, se résout sur une adresse IP. Si jamais cette adresse IP devenait indisponible pour une raison ou pour une autre, bien évidemment, ce même endpoint se résoudrait sur une autre adresse IP et ce serait mis à jour automatiquement par le cluster manager. Alors, je vais profiter du fait que j'ai ce endpoint pour le prendre et pour l'utiliser depuis une application cliente. Alors, il se trouve que sur une fenêtre ici, j'ai une application cliente qui pour l'instant tourne, qui est un outil de benchmark. Alors, je vais l'arrêter et je vais le redémarrer ce coup-ci avec le endpoint de ma nouvelle base. Alors, allons-y, hop, j'ai juste à copier-coller mon endpoint. Bien évidemment, j'ai raté mon coup. Je le reprends, hop, je le colle, voilà. Et donc là, j'ai lancé mon outil de benchmark sur la base de données. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon outil de benchmark est sur une machine qui est complètement séparée du cluster. C'est une VM sur une machine Amazon. Donc, je ne suis pas tout seul sur la machine, je ne suis pas tout seul à utiliser le réseau Amazon, et mon cluster, il est également dans des VM Amazon. Alors, malgré tout, je vous ai dit tout à l'heure qu'une base de données, quand elle est sur un shard, on considère qu'un shard peut gérer 25 000 opérations à la seconde. Alors là, on va voir ce qui se passe. On va regarder ce que j'ai comme statistique. Eh bien, ma base de données qui est sur un shard, sur laquelle je suis en train d'écrire autant que je peux dans les circonstances que je vous ai dit sur un réseau partagé Amazon, qui est donc pas clairement, qui m'est pas réservé, eh bien, dans ces circonstances-là, même sur un seul shard, donc un seul cœur, donné pour 25 000 opérations seconde, j'arrive déjà à 600 000 opérations à la seconde. Donc, je suis bien au-delà. Alors, ça dépend complètement du type de données que l'on va stocker et du profil d'accès aux données. Maintenant, ça signifie également que Redis va être tout à fait en mesure, lorsqu'il est bien dimensionné, d'absorber des pics de charge. On voit à droite que la latence est de l'ordre de 2 millisecondes. Alors ça peut vous sembler bon, moi ça me semble pas super bon. Pourquoi? Je considère que en dessous de la milliseconde, c'est ce qu'on doit avoir. Au-dessus de la milliseconde, c'est qu'on a quelque chose qui ne va pas quelque part.
eh bien, qu'est-ce qui peut ne pas aller? Bon, bien évidemment, le nombre de cœurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par augmenter le nombre de cœurs pour ma base. Je vais éditer la configuration de la base de données et je vais juste cocher la case clustering et demander à découper ma base en 2 shards. Donc, autrement dit, je vais augmenter le nombre de cœurs je vais le doubler. On va voir si ça me permet de doubler mes performances. Alors, on voit que en haut à droite, que j'ai des icônes qui indiquent que la base de données est en train de travailler. Tout ça se fait, si je mets l'application aussi à l'écran, tout ça se fait de manière complètement transparente pour l'application. Elle ne subit aucune interruption puisque toute cette complexité est masquée par le proxy. Et là, ça y est, on a shardé la base et que constate-t-on? On constate que on a un gain en termes de nombre d'opérations à la seconde. On ne l'a pas doublé, mais on l'a augmenté. Donc effectivement, on avait un goulet d'étranglement au niveau des cœurs. On utilisait à 100% certainement un des cœurs. Si je regarde au niveau de la latence, ma latence est bien meilleure également, mais je ne suis toujours pas sous la milliseconde. Je dois encore avoir un point de contention quelque part. Alors, bien évidemment, il peut s'agir tout simplement de ma machine cliente, son interface réseau ou l'application cliente qui soit un goulet d'étranglement. Mais il peut également s'agir des interfaces réseau à l'intérieur du cluster. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais ouvrir une fenêtre sur l'outil d'administration en ligne de commande et je vais déplacer mes shards, du moins je vais commencer par regarder où ils sont. Alors, si je demande l'état de mon cluster, que vois-je? Je vois que ma base de données webinaire est sur 2 shards maîtres qui sont tous les deux sur le nœud 3. Alors, je me dis, bon, ok, je vais peut-être essayer d'en déplacer un sur un autre nœud. Eh bien, tout ça, ça se fait complètement à chaud, sans interruption de l'application. Je vais déplacer le shard numéro 34, admettons, vers un nœud qui ne soit pas trop chargé, le nœud 1 ou le nœud 2, peu importe. Voilà. Et ça se fait sans interruption de l'application. Je peux remettre l'application à l'écran. Voilà. On voit que mon application continue à fonctionner pendant le déplacement de mon shard. Alors bien évidemment, ça charge un peu la machine, ça charge un peu le réseau. Et là, je ne suis pas dans une configuration qui est optimisée pour faire ce genre de choses, mais malgré tout, on voit que ça fonctionne extrêmement bien. Alors là, est-ce que l'on va avoir un changement au niveau des performances? Ça dépend des fois. On va juste attendre que les pics de performance bougent, en fait, disparaissent de l'écran pour que l'échelle puisse revenir à une échelle normale. Là, j'ai pas l'impression d'avoir amélioré finalement mes performances, puisque je suis toujours un tout petit peu au-dessus de la milliseconde. Et je suis non, j'ai même peut-être un petit peu baissé mes performances. Donc peut-être que le nœud sur lequel j'ai mis mon shard, finalement, c'était pas le meilleur nœud. Il était peut-être sur une instance Amazon, sur une machine Amazon physique qui est déjà chargée ou avec une interface chargée. Donc voilà. Là, j'ai pas l'exemple. Alors je pourrais essayer d'en redéplacer un pour voir. On va tenter. On va tenter de déplacer ce nœud 34, ce shard de 34, ce coup-ci, on va essayer de le mettre sur le nœud 1 pour voir si ça change. Hop. En temps normal, ça dépend bien évidemment de l'activité qu'il y a sur le réseau Amazon et sur les machines, mais en temps normal, en faisant ces manipulations-là, j'arrive sans aucun problème sur 2 cœurs à atteindre le million d'opérations à la seconde. Et une latence sous la milliseconde, bien évidemment, elle a tendance à se rapprocher, en règle générale, de la demi-milliseconde. Donc là, de toute évidence, ça ne m'augmente pas ni le nombre d'opérations à la seconde, pas pour l'instant en tout cas, ni ne me diminue la latence. Donc voilà, bon, il se trouve que peut-être qu'en ce moment, il y a de l'activité sur le réseau dans le data center là-bas. Donc voilà pour ma démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez une boîte de dialogue pour poser les questions dans la barre de droite, dans le panneau latéral droit. Et puis, on se fera un plaisir d'y répondre si on peut là maintenant ou sinon éventuellement par email de manière plus personnalisée. On peut également bien évidemment vous rencontrer pour discuter de vos cas d'usage spécifiques, de vos besoins et de ce que l'on peut apporter avec la solution Redis Enterprise pour répondre à vos besoins. Alors, avons-nous des questions?
Que ce soit d'ailleurs des questions techniques pour moi ou des questions commerciales pour Georges. Je, je pense que de toute façon, comme on a un petit peu dépassé, je vous invite à nous envoyer un petit message si vous avez des questions, si vous voulez avoir une démonstration personnalisée. Également, si vous voulez à bénéficier d'une version totalement opérationnelle de Redis. Et donc l'adresse email, je le répète, donc c'est georges@redislabs.com. Et voilà. Et je crois qu'on va clôturer ce webinaire maintenant. Nous vous souhaitons de bons projets, de bonne continuation et vraiment n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir et à bientôt.